Bonjour, merci d'être présent et présente dans cet amphi aujourd'hui pour cette séance inaugurale de ce nouveau département créé au sein de l'UFR Santé, Simone Veil Santé de l'UVSQ, donc ce département One Health, donc qui est une thématique effectivement particulièrement importante, qui est aujourd'hui, j'allais dire dans l'air du temps, mais ça dépasse un petit peu l'air du temps, puisqu'on se rend bien compte aujourd'hui de l'intrication qui peut exister de la santé humaine dans son environnement et de toutes les composantes de son environnement. Donc c'est dans ce sens-là qu'il nous semblait important de nous doter d'un département One Health, donc qui puisse justement intégrer l'intégralité des dimensions de la santé. Donc c'est ce qui nous a amené effectivement à cette création et ce qui nous amène aujourd'hui donc ici. Et on a donc le plaisir d'accueillir le professeur Sicard qui va donc nous donner et nous faire une présentation qui tourne autour justement des changements de société, de l'implication qu'a le Covid, sur l'impact que ça peut avoir sur notre organisation, sur la santé humaine. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'important. J'espère, et vu l'énergie déployée par Christian qui nous fait l'amitié d'être présent au sein de notre UFR pour justement animer ce débat, animer ce département et l'initier avec toute l'énergie qu'il a. Donc qui va effectivement nous permettre, j'espère, et c'est pas j'espère d'ailleurs, j'en suis convaincu, d'être des acteurs de cette réflexion dans l'univers, au sein de l'université française. Voilà, c'est un petit peu prétentieux, mais je pense qu'il faut avoir des ambitions pour arriver à une réflexion qui soit de qualité, arriver à bouger les lignes, parce que je pense qu'il ne vous aura pas échappé qu'on est dans aujourd'hui, on le dit de façon un peu peut-être galvaudée de plus en plus à la croisée des chemins, que c'est le dernier moment pour agir, que bientôt tout sera terminé, que ça sera trop tard pour se positionner, pour agir. Je pense que c'est assez vrai. Et je pense malheureusement que c'est assez vrai, qu'on est aujourd'hui dans une dynamique qui, si on n'y prête pas attention, risque de bouleverser de façon extrêmement importante notre environnement et par jeu de réciprocité, la santé humaine qui va derrière. On ne le mesure pas forcément, on n'en a pas forcément conscience, même si on voit déjà différents déterminants qui évoluent et qui ont déjà impacté la santé humaine. Il ne faut pas imaginer que ça se produit forcément à l'autre bout de la planète. Le territoire national, dans toutes ses composantes, qu'elles soient métropolitaines ou outre-mer, sont déjà impactés par le changement climatique, par le changement environnemental qui est le nôtre. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on dit qu'il y a de l'albopictus, du moustique, du tigre en région parisienne, très clairement, il est là parce que c'est le changement climatique qui lui permet de s'y être installé et d'y rester désormais, quoi. Voilà. Donc ça, ce n'est qu'un changement, un tout petit, mais qui peut avoir des répercussions majeures en matière de santé humaine. Voilà. Et donc ça n'est qu'un petit exemple, mais qui malheureusement peut, dans les années et décennies à venir, se multiplier de façon extrêmement importante sur plein d'autres exemples, en impactant la santé humaine derrière. D'où l'importance de s'en préoccuper, à commencer d'aujourd'hui au sein de notre UFR. Voilà. Merci d'être présents. Je sais que certains d'entre vous sont présents en distanciel et c'est aussi le bénéfice de la technologie de pouvoir partager ce moment à distance. Voilà, et je vous en remercie. Merci pour cette invitation qui me touche d'autant plus que le concept de One Health a toujours été en arrière-pays dans ma vision d'une médecine plus globale que simplement humaine. Quand j'étais tout jeune, je voulais être entomologiste. Et les moustiques me passionnaient et j'ai eu la chance de vivre longtemps en Extrême-Orient. Et depuis une quinzaine d'années où j'allais chaque année avant que la Covid ne m'en empêche, on allait avec le directeur de l'Institut Pasteur du Laos chercher des animaux sauvages, inconnus, dans les petits villages.
et j'ai trouvé toujours que c'était d'une richesse informative considérable. Donc, je suis même touché que des vétérinaires soient là parce que j'ai l'impression de parler à des professionnels d'une haute compétence et j'ai toujours été sensible, au fond, au dialogue que j'ai pu avoir avec cette communauté scientifique. Alors, oui, influence des pandémies sur les civilisations, c'est un sujet extrêmement large, mais quand cette conférence m'a été demandée à la Sorbonne il y a 2 mois, j'avais réfléchi à la fin de l'été sur le domaine et j'ai beaucoup lu des livres de Patrick Berch, de Debré, et j'ai appris beaucoup de choses. Et donc c'est cette restitution de tout ce que j'ai appris à partir de mon propre expérience que je voudrais restituer un petit peu cet espace considérable et aveugle de notre culture sur la relation entre les maladies humaines, les animaux et la façon dont les humains sont atteints. Alors, le regard historique que l'on peut porter comme ça, ex abrupto, sur le domaine des pandémies, on est confronté à 2 risques. Le risque, c'est celui de la passion, c'est-à-dire de trouver qu'il y a une causalité et que tout dépend des animaux et que désormais, au fond, la médecine vétérinaire devrait être préexistante à la médecine humaine et que bon, l'histoire humaine, c'est une histoire des rapports avec les animaux, pas non plus excessif, ou alors de dire, mais écoutez, tout ça n'a pas de sens, les pandémies, oui, certes, elles ont un point de départ animal, mais enfin, ça concerne les humains, la causalité animale, elle est tout de même très réduite. Et il est très difficile. Est-ce que le micro correspond à votre écoute ou à peu près bon. Il est bien difficile de reconstituer une chaîne de causalité dans ce domaine à plusieurs reprises, car durant les pandémies, et on le voit d'ailleurs dans la dernière, la perception de leurs conséquences sur les civilisations est souvent aveugle. On se pose des questions, on a l'impression qu'il va y avoir des véritables tsunamis civilisationnels, mais au moment même de la pandémie, on est très embarrassé. En effet, la violence d'une pandémie dans une communauté humaine interdit sur le moment de percevoir les influences et les changements qui vont être suscités par cette pandémie. Et les historiens, je suis frappé de voir, j'ai cherché pas mal dans les histoires, ont de la peine à isoler la responsabilité des pandémies dans les événements historiques qu'ils réduisent souvent à aligner le nombre de morts, 25 millions, 50 millions pour la grippe espagnole, 10 millions. Au fond, c'est une comptabilité mortuaire, mais la relation entre la source de la pandémie et la pandémie elle-même est tout de même assez réduite. Ils privilégient toujours les despotes, les révolutions, les massacres, les empires, la naissance et la mort des empires, comme si, au fond, l'histoire humaine était indépendante des bactéries et des virus qui étaient présents dans l'histoire. Et comme si l'histoire des hommes pouvait faire fi des fléaux qui, sur le moment, constituaient paradoxalement pourtant l'essentiel de l'histoire. Quand la peste, dite de Justinien, du 5e au 8e siècle, va détruire en 15 vagues successives la moitié de la population byzantine, quand la peste noire, au XIVe siècle, va détruire 25 millions d'Européens, 25 millions en 5 ans, c'est un peu moins que la grippe espagnole, mais enfin disons que c'est quand même 25 millions. Cette disparition massive excède largement les conséquences des guerres et des massacres, mais quand on la revoit à l'échelle de plusieurs siècles, bon, ça finit par devenir un épiphénomène. L'histoire plus récente que nous connaissons, on a reconnu l'extermination par la variole et le typhus en 50 ans des populations autochtones d'Amérique du Sud au XVIe siècle
On estime le chiffre de morts par typhus et par variole à 80 millions de morts. Une population donc qui a été exterminée. Et 15% de l'humanité qui est estimée à peu près à cette époque-là à 500 millions d'humains. Dans une moindre mesure, mais peut-être aussi catastrophique, l'Amérique du Nord, où au XIXe siècle, la population locale des Indiens est passée de 72 millions estimés. Il n'y avait pas un organisme statistique aussi rigoureux que maintenant, à 600 000 en 1900. Donc on voit une extermination américaine. Alors on peut se dire, mais pourquoi l'Amérique, elle n'a pas seulement été exterminée par les cow-boys qui tiraient sur ces pauvres Indiens, comme le montre ce film, à mon avis, un peu ambivalent de Raoul Peck, passé il y a quelques jours, me paraît un petit peu pas très juste. Mais les épidémies de variole, de rougeole, de typhus, de grippe, venues de populations européennes, en particulier espagnoles et moindre portugaises, touchaient des populations à l'immunité non pas plus faible, mais peu étendue. Et peut-être due en Amérique du Sud au fait que en Amérique du Sud, les populations animales étaient relativement réduites, en dehors des rongeurs qui sont universels, mais il y avait des lamas, des alpagas, pas de bœufs, pas de chevaux, pas de moutons. Et donc on peut se poser la question de savoir, et on va le voir, que ces animaux nous ont légué des virus, et les Européens, immunisés naturellement par leur environnement, ont fini par infecter à leur insu, dont ils ont pensé rapidement qu'elle était opportunément bienvenue, ont permis d'infester et de tuer un maximum d'Indiens en une période assez rapide. En effet, on sait que le bœuf est à l'origine de la rougeole. La variole, peut-être, encore que il semble, les vétérinaires sont là pour me corriger, que la gerbille africaine et le dromadaire en étaient peut-être les porteurs initiaux. Mais ça a permis, comme vous savez, le cowpox chez le bœuf ont permis la vaccination par génère de la variole, contre la variole, mais les bœufs nous ont légué la tuberculose, la typhoïde, le mouton, le charbon, le porc et les volailles. On en a quotidiennement à la radio les épidémies de volailles, des épidémies de grippe chez les volailles. Le cheval, tétanos, mais le tétanos n'est pas épidémique, mais on voit très bien que la relation animale depuis vraiment les temps les plus anciens, depuis des milliers d'années, ont constitué le terreau sur lequel les pandémies humaines ont fini par survenir. Et c'était plutôt, enfin les virus, mais le nombre de virus potentiels qui sont là, au guichet, et qui se pressent pour savoir quand leur tour va arriver, me paraît absolument considérable. Donc, l'urgence d'un département dont je salue, moi, l'existence, d'être attentif à cette relation entre les maladies animales et les maladies humaines. Car l'intimité des relations entre les animaux et les humains conduit donc autant aux épidémies qu'à la création, et heureusement, d'une immunité. Parce que si les humains n'avaient pas acquis une certaine forme d'immunité large contre un certain nombre de virus, elle n'aurait pas existé, elle aurait été rapidement décimée. Et les conquistadors espagnols ont ainsi pu conquérir facilement des territoires entiers, en Argentine, en Brésil, tous les États d'Amérique du Sud. Et ils ont détruit, au fond, en quelques années, l'ensemble de la population et pouvoir récolter tout ce qu'avait acquis la richesse qui était considérable, en particulier en or, les ramener en Espagne, qui fait que l'Espagne est devenue en Europe de très très loin le pays le plus riche. C'était le Qatar de l'Europe et qui avait réussi à avoir une sorte de banque qui prêtait de l'argent à toutes les monarchies européennes et que cette richesse espagnole est peut-être une des sources du capitalisme par son caractère inflationniste. Les Anglais, lors de la conquête de l'Ouest américain, avant que les Américains eux-mêmes s'en préoccupent, n'ont pas hésité, ayant compris la vulnérabilité des populations indiennes, à distribuer sous couvert d'humanité des couvertures infestées de poux
de typhique. Donc on voit très bien que, au fond, l'horreur de la façon dont les populations européennes ont dévasté les Africains et les Américains, indiens, est quand même assez exceptionnelle. De façon plus contemporaine, la pandémie de Covid-19 a eu, grâce à ce président brésilien Bolsonaro, une façon de se débarrasser des Indiens qui les embarrassent en Amazonie, que ce soit avec ou sans préméditation. Parce que quand il y a des populations européennes ou brésiliennes qui vont s'approcher des populations indiennes, avec la Covid-19, qui n'est quand même pas une pathologie extrêmement grave, elle a pu décimer des quelques populations, et on a vu les Indiens protester contre le risque de cette contractualisation entre populations différentes. Cette vulnérabilité des épidémies de certaines populations n'est pas simplement un problème d'immunité. Elle repose aussi sur les appartenances génétiques. Et là, il y a des travaux extrêmement intéressants d'un Norvégien ou d'un Suédois, Svante Paabo, qui a pu constater que certains gènes portés par le chromosome 3, d'où vient ce chromosome 3 ? De Néandertal. Eh bien, d'origine néandertalienne, serait de nature à réduire cette immunité. Or, quelles sont les populations dans le monde qui sont porteurs de 3 à 4% d'origine néandertalienne ? C'est vous, c'est moi, c'est-à-dire les Européens, les Africains, les Européens, les Américains et les Asiatiques. Les Africains, 1 à 2%. Au fond, le paradoxe, c'est que les Africains sont moins néandertaliens que les Européens et les Asiatiques, et les Africains ont peut-être, on ne peut pas l'affirmer, une résistance à la Covid qui est liée à leur faiblesse chromosomique en gènes néandertaliens. Et on peut se poser la question de savoir si, dans le rapport Néandertal-Homo sapiens, est-ce que peut-être la vulnérabilité des Néandertaliens à certains virus ne les a pas fait disparaître avant que les Homo sapiens s'en occupent. Alors, lorsque le regard se porte sur la relation pandémie et histoire des civilisations, l'attention se porte avant tout sur les épidémies de peste qui sont les plus célèbres. Et chacune des pandémies ou épidémies a pu avoir des conséquences majeures sur les civilisations. On peut commencer par les épidémies de peste justinienne. Elles ont affaibli en particulier l'Empire romain d'Occident, détruit au VIe siècle par les populations barbares au sens étranger, et ont facilité au détriment de l'Empire romain d'Orient, pour des raisons complexes, et ça devient intéressant, l'essor de l'islam. En particulier le régime des Omeyyades et le suivi du califat abbasside. Et il est possible que les conditions socio-anthropologiques entre les populations chrétiennes, qui étaient concentrées dans de grandes cités, peu enclines à l'hygiène. Les chrétiens, au fond, se singularisaient par le port de vêtements serrés et qui étaient relativement peu sensibles à l'hygiène, qui n'avaient pas de caractère religieux. Alors que les populations arabo-musulmanes, beaucoup plus nomades, bon, il y avait bien sûr Damas, il y avait Bagdad, mais dans l'ensemble, la population musulmane était beaucoup plus une population nomade, avec des vêtements amples, et surtout la religion les encourageait à des ablutions répétées. La propreté en islam fait partie des exigences religieuses. Pour les chrétiens, non seulement ce n'est pas une exigence, mais c'est plutôt une contrainte. Et peut-être que les ablutions renouvelées, c'est une hypothèse, les protégeaient des puces et des poux, parce on sait depuis maintenant quelques mois qu'à côté des puces, les poux peuvent transporter la peste. Et par conséquent, les poux qui sont liés à des conditions vestimentaires un petit peu dégradées peuvent être une explication à la moindre vulnérabilité des populations arabo-musulmanes et de l'islam à cette épidémie. Les épidémies de choléra, elles ont eu une influence majeure parce que, à partir en tout cas du XIXe siècle, à partir du moment où elles ont été repérées et connues, parce qu'avant on ne sait pas très très bien comment elles se passaient, mais probablement c'est l'apparition des grandes villes et la pauvreté qui a permis les progrès de l'hygiène, quand on a su que, et ce sont les Anglais qui, en 1849, ont
remarqué, en faisant une étude cartographique, de savoir quels étaient les quartiers qui étaient les plus atteints et de regarder d'où partait et de savoir qu'il y avait une seule fontaine qui était en cause et ont permis ainsi d'identifier le bacille colérique avec son origine aqueuse, avec d'ailleurs la conséquence, c'est que les quartiers les plus défavorisés avaient très peu de sources d'eau, toujours une seule, et donc il y avait un grand nombre de victimes dans les classes ouvrières ou défavorisées, alors que les détenteurs de capitaux, eux, étaient plutôt protégés, et quand ils n'avaient plus d'ouvriers pour travailler avec eux, ils ont été obligés de négocier des meilleures conditions de travail avec les forces vives restantes. Et on peut même se poser de savoir la question si le choléra n'a pas joué un rôle dans la réduction, alors en Russie je ne crois pas, mais au moins du servage anglais, c'est-à-dire vraiment les conditions assez dramatiques de la précarité anglaise, et peut-être la réception du marxisme. Comme les épidémies de peste en Angleterre, ont eu un rôle extraordinairement intéressant parce qu'ils ont radicalement changé l'agriculture, parce que l'agriculture a besoin de mains, de gens, d'agriculteurs, et à partir du moment où ils sont décimés par la peste, on va y substituer l'élevage, parce que l'élevage de moutons, c'est un berger, alors que l'agriculture, pour 1 hectare, c'est 10 ou 15 personnes. Et donc, plus l'agriculture, élevage, il faut que l'élevage corresponde à un marché. Ça va être le commerce de la laine. La laine, il faut l'exporter. Pour l'exporter, il faut avoir des bateaux. Le commerce maritime, c'est une île. Pour avoir un commerce maritime tranquille, il faut une politique navale et éventuellement une politique impériale. Donc on voit très très bien comment, ma causalité est un peu excessive, mais comment on passe d'un bacille de la peste à l'Empire britannique. La pandémie de sida, elle a permis l'émergence d'une communauté LGBT, non pas invisible, mais plutôt martyrisée et refoulée, et elle a payé un tel tribut à la maladie qu'elle est passée de la clandestinité à une forte revendication identitaire, et elle a suscité aussi, parallèlement, et on peut leur attribuer vraiment la responsabilité, le concept de démocratie sanitaire, en intégrant pour la première fois les citoyens dans la recherche des médicaments, dans la prise en charge de ces maladies. La grippe espagnole, il y a eu pas mal d'articles dessus, ça pas beaucoup, je passerai rapidement, de 1919, qui a tué donc 50 millions de personnes, a facilité probablement le basculement du centre de gravité de la puissance de l'Europe vers les États-Unis, parce que les États-Unis, où l'épidémie est née à partir d'ouvriers chinois venus en Californie et qui ont transféré un virus chinois, déjà à l'époque, à l'origine de la grippe espagnole, ou des gens qui venaient du Mexique aussi, mais il semble que ce soit la Chine qui soit à l'origine et qui a contaminé par l'intermédiaire des ouvriers chinois. Les ouvriers chinois contaminaient des soldats américains venant à l'aide de la France dans la Première Guerre mondiale, ont entraîné. Mais l'épidémie européenne a été beaucoup plus grave que les États-Unis et elle a probablement entraîné un basculement économique. La syphilis, venue d'Amérique du Sud, elle a décimé les armées européennes parce que en Amérique du Sud, la syphilis était quelque chose de très grave, mais les Européens qui y ont été ont eu des relations sexuelles avec les formes relativement peu apparentes de ces femmes américaines. Et lorsque les prostituées et les mercenaires espagnols sont venus aider les armées de Charles VIII dans la conquête de l'Italie, et en particulier de Naples, eh bien, ils ont décimé les populations militaires françaises et entraînant donc, au fond, une maladie. C'est intéressant de voir comment la syphilis est passée d'une maladie qui était épouvantablement avec des ulcérations, une maladie qui faisait très peur, à une maladie qui était non pas plus bénigne, mais beaucoup plus inapparente, ce qui fait d'ailleurs qu'en 2022, il y a plus de syphilis que dans les années 50. Actuellement, on est de nouveau dans une épidémie de syphilis silencieuse et qui apparaît de façon très, très importante. Comme si, au fond, la réponse du berger à la bergère, où on passe des épidémies que les Européens transfèrent aux Américains et celles que les Américains transfèrent aux Européens. Mais revenons donc à la plus spectaculaire, qui est la peste.
La peste, elle a d'abord un mot, pestiféré, c'est vraiment, au fond, le paradigme même de la pandémie. Comme on a utilisé quand la pandémie est arrivée, le livre de Camus, La peste, le livre de Defoe, le journal de la peste, est devenu un best-seller, comme si c'était une identité entre la Covid et la peste. En fait, il s'agissait bien souvent d'épidémies d'autres natures, comme le typhus, auquel aurait probablement succombé Marc Aurèle, que les historiens attribuent à la peste, mais qui est probablement le typhus, ou alors la variole, ou la malaria, ou la typhoïde, mais ce n'est pas la peste, probablement. La première épidémie attribuée à la peste, c'était plutôt probablement aussi une épidémie de variole ou de typhus, et celle qui va être décrite par Thucydide en 430 avant Jésus-Christ, et qui a permis la victoire, comme vous le savez, si vous connaissez un peu votre histoire grecque, des Spartiates sur les Athéniens, et qui va être une victoire des Spartiates redoutable, mais qui va tuer. La peste va tuer beaucoup plus d'Athéniens que les Spartiates n'en tueront. Avec le tiers de la population athénienne, et avec ce mort célèbre qui est Périclès, qui va mourir de la peste, ou en tout cas de la maladie attribuée à la peste à ce moment-là. Mais la plus célèbre de toutes, c'est celle de Justinien, qui est un empereur romain qui va être atteint par la peste, mais qui va en réchapper, et qui va durer entre 6e siècle après Jésus-Christ, qui va durer 200 ans. Une pandémie qui dure 200 ans, 2 siècles. Et c'est elle qui va être intéressante, car elle va déstabiliser complètement la société, tuant à peu près 50% des populations européennes et moyen-orientales. Elle a été décrite par un historien, Procope, qui a été lui-même atteint, mais qui en est guéri. Elle va être responsable de l'échec de la guerre des chrétiens contre les Perses, de l'affaiblissement de l'Empire byzantin, puis du succès des arabo-musulmans, pour des raisons peut-être liées à leur propre comportement vis-à-vis de la peste, vont démanteler l'Empire perse, atteindre l'ouest de la Grèce en 630 et conquérir l'Afrique du Nord et l'Espagne en 711. Donc on voit très bien, on ne peut pas attribuer à la peste totalement, mais on peut imaginer quand même qu'il y a une relation, en tout cas temporelle, entre les deux événements. Et l'essor de l'islam durant le 8e siècle va trouver donc peut-être une explication dans le mode de vie, bien qu'il y a eu des villes comme Koufa en 1670, au fond les califes sont morts aussi, ça n'a pas échappé, mais ils ont quand même été beaucoup moins atteints. Cette épidémie était probablement partie d'Éthiopie, en gagnant l'Égypte, qui était le grenier à blé du Moyen-Orient. Les rats adorent le blé, et elle est remontée la mer Rouge par bateau. Et la peste va gagner l'Italie au VIe siècle, de 536 à 540, permettant alors à Byzance, en Orient, de retrouver le pouvoir par rapport à la chrétienté occidentale qui était meurtrie, le temps de construire Sainte-Sophie. Et la peste a, ce moment-là, très rapidement atteint Byzance, au moment où Sainte-Sophie allait être finie. Elle a détruit un grand nombre de soldats. Il a fallu en recruter. Quand on veut recruter des soldats, il faut augmenter les impôts. Et apparaît à ce moment-là l'apparition de la voyoucratie au détriment de la relation altruiste. Et au fond, quand il y a une pandémie, le sacré disparaît au profit de la marchandisation. Mais alors, on commence à voir un phénomène qui est très étrange, mais qui probablement va avoir son importance, qui est la richesse de l'Église catholique, qui va commencer à s'accroître, mais elle ne va trouver son plein épanouissement qu'au moment de la peste noire de 1327. Au début, c'est un peu timide, les églises apparaissent un peu nombreuses, mais elles sont déjà vécues comme une aide spirituelle aux épidémies. En résumé, la peste de Justinien aurait pour conséquence l'essor de l'islam, l'affaiblissement de Rome et de Byzance, et le début de construction des églises catholiques comme des ressources spirituelles face au drame des épidémies.
les changements des routes commerciales avec le retour des grandes peurs. Alors on arrive à la peste noire de l'épidémie de 1347 qui va atteindre Marseille et Toulon, puis le reste de l'Europe, tuant 25 millions de personnes. Il semble bien que cette peste ne venait pas d'Égypte, mais elle venait de Mongolie. Et l'hypothèse, c'est qu'en 1320, il y a eu une grande épidémie qui a tué, semble-t-il, les 2/3 de la population chinoise mongole de cette région du monde, avant de gagner l'Inde par l'Empire moghol, l'Arabie, la Syrie et la Mésopotamie. Donc elle serait montée non pas d'Éthiopie, mais du nord-est de la Mongolie. Est-ce qu'elle a joué un rôle dans l'expansion des Mongols vers l'ouest? Les Huns, je n'en sais rien, mais on peut se poser la question de savoir si le caractère dévastateur d'une pandémie ne les a pas fait fuir leur propre pays. En tout cas, pour la première fois dans l'histoire, les Mongols qui vont fuir leur pays vont utiliser une arme biologique lors du siège en Crimée d'une ville génoise qui est Kaffa. En catapultant, leur siège échouait et la forteresse de la ville avait tenu avec les Génois. Et en fin de compte, eux-mêmes dramatiquement affaiblis par la peste, avant de partir, avant de lever le siège, ont catapulté au-dessus des murailles les corps morts des pestiférés. Ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que les Génois ont été immédiatement contaminés et les autres ne sont même pas rentrés dans la ville parce que ça n'avait plus d'intérêt et ils ont fui par la mer. C'était un port qui était en Crimée, donc fui par la mer. Et ils ont répandu la peste tout le long de la Méditerranée, tuant 50% des villes, par exemple comme Florence, où Décaméron de Boccace a révélé le drame où chacun, le frère quittait le frère, les enfants quittaient les parents quittant. C'était vraiment l'horreur absolue. L'irruption des bacchanales, parce que devant la mort, autant se réjouir. Et surtout, permettant à l'Église d'en tirer un revenu majeur. Et c'est à ce moment-là que les premiers saints guérisseurs, Saint-Roch, Saint-Sébastien apparaissent, que les monastères, eux, sont dévastés parce qu'ils sont tellement rassemblés en petites communautés que quand un a la peste, l'ensemble du monastère y passe. Et comme à cette époque, la notion même de contagion n'existe pas, mais que ce qui existe, ce sont les miasmes de l'air, c'est-à-dire ce n'est pas la relation à l'autre, c'est la relation à un air infecté, d'où d'ailleurs les feux pour assainir l'atmosphère. Et si vous avez vu le film Mort à Venise, où vous voyez que dans la rue, il y a des petits incendies qui sont dans cette ville atteinte par la peste, des petits incendies qui apparaissent des feux pour purifier l'air, ce qui ne servait pas à grand-chose. Cette diffusion prodigieuse de la peste va donc avoir comme conséquence majeure celle de l'essor de l'Église catholique, qui va en effet proposer à des gens qui vont mourir, et comme dernier espoir, proposer des offrandes, des reliques, des prières, des distributions de divers talismans, amulettes. Et d'ailleurs, on verra très bien que dans un autre domaine, ça n'a rien à voir avec la religion catholique, les Anglais, quand il y a eu l'épidémie de peste, le journal de la peste de Defoe, distribuait des pipes, des plague pipes, c'est-à-dire des pipes à peste, c'est-à-dire que la fumée était réputée protégée de la peste. Et même, ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve dans les témoignages les citoyens des villes atteintes par la peste criaient, ouvraient les fenêtres et criaient à certains moments de la journée ensemble pour se plaindre. Je me suis demandé si, au fond, à 20h en 2020, quand les citoyens ouvraient les fenêtres pour applaudir les infirmières et les médecins, ce n'était pas une espèce de remake des citoyens angoissés
du XVIe siècle. Et peut-être aussi, comme conséquence, l'essor de l'Église catholique extrêmement riche, puisque tout l'argent allait à l'Église, n'a pas suscité, en revanche, l'essor paradoxal du protestantisme qui a protesté, comme on le sait, Luther, contre les distributions économiques des indulgences, et que ça a peut-être été aussi une des causes. Alors on peut imaginer, sans en faire une ligne droite, mais comment des épidémies de peste ont permis l'essor de l'islam, l'essor de l'Église catholique, et peut-être paradoxalement l'essor du protestantisme. Malgré les premières quarantaines à Raguse, en 1347, c'est Dubrovnik en Croatie, les premiers passes sanitaires, la peste va atteindre Londres, comme on le sait, en 1666, et De Foe va écrire son livre « Le journal de la peste » en 1720. Pourquoi il l'écrit? Parce qu'apparaît à ce moment-là à Marseille, en 1720, une épidémie, et il était enfant en 1666, mais il se dit, au fond, il faut que j'écrive quelque chose qui est maintenant contemporain. C'est comme si, en 2143, quelqu'un s'intéressait à l'épidémie, ou pas 2143, enfin un peu plus tôt, l'épidémie de Covid que nous vivons. Et donc, De Foe, très intéressant, évoque le concept de porteurs sains, c'est-à-dire de gens qui vont transmettre la peste mais qui ne seront pas malades, donc d'incubation muette, et rappelant d'ailleurs la difficulté à contenir une épidémie dont 60%, et ça rapproche un peu de la Covid, on imagine que la peste, c'est 100%. La peste pulmonaire, c'est 100% de mortalité. Mais la peste bubonique, c'est 40-50%. Donc il y a 60%, 50% des gens qui n'ont pas de symptômes et qui sont contaminants. Et il rappelle aussi, malgré l'absence totale de symptômes, les rues vides de monde où l'herbe pousse devant la bourse. À Marseille, donc, 1720. 1720, la responsabilité va venir à un capitaine français du Grand Saint-Antoine, un bateau qui sera responsable d'une épidémie qui fera 500 000 morts, dont la moitié de Marseillais qui n'auront pas quitté la ville parce que ce sont les pauvres Marseillais qui vont mourir, car toute l'aristocratie marseillaise aura fui depuis longtemps et par conséquent échappé à la peste. Ce sera d'ailleurs le sujet de la peste de Pagnol, les pestiférés. L'histoire, elle est celle d'une fraude majeure. La fraude, elle n'est pas simplement celle des faux passes sanitaires. La fraude a toujours été une sorte de complice des pandémies. Le bateau part de Tyr, l'actuel Liban, avec de faux documents. Faux documents parce que il avait embarqué un Turc et que ce Turc s'est avéré porteur de la peste dans les jours qui ont précédé l'embarquement, et par conséquent, il ne pouvait pas partir. Donc il a dit qu'il n'avait absolument aucun risque. Et il y a d'ailleurs 2 marins qui sont morts au 3e jour de la peste sur ce bateau. Et quand il faisait escale, il restait à l'extérieur et probablement ne déclarait absolument rien, alors qu'il fallait avoir des papiers extrêmement rigoureux, des passes sanitaires pour débarquer. Il arrive à Marseille. Et avant, il avait fait un passage à Livourne, et bon, il n'avait pas débarqué, mais malgré la présence de rats morts, c'est-à-dire c'était un bateau pesteux, évidemment, pestiféré plutôt, eh bien, il avait réussi à échapper au contrôle des Italiens. Mais lors de son arrivée à Marseille, la municipalité, très suspecte dans cette période de bateaux qui sont suspects d'avoir transmettre la peste, prend les papiers au bout d'une perche, vraiment pour qu'il n'y ait pas la moindre contamination, les examine et demande que le bateau reste en mer. Mais il y a un édile corrompu, la corruption a toujours existé, qui est marchand de tissus et qui la nuit avec un petit bateau, godille, et récupère les tissus qui sont dans les cales pour les vendre à la foire de Beaucaire 3 semaines après, parce que sinon, ça va être pour lui une catastrophe absolue sur le plan économique. Or, les tissus
vendus sont pleins de puces, pleins de poux, et ont rapidement infesté les vendeurs et les acheteurs. Et probablement, je ne connais pas la fin de l'histoire, cet édile corrompu a dû mourir de la peste, car il l'a transporté, il a donc mort de la peste. Et celle-ci va ressurgir régulièrement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, en raison de la présence de bacilles pesteux qui restent dans la terre et dont les rats vont être porteurs par la contamination terrestre. Et la fin de l'épidémie, pourquoi l'épidémie s'arrête? Elle s'arrête parce que, en tout cas la peste, elle va tellement tuer les rats noirs sont très sensibles, très vulnérables, et les puces sont très contaminantes. Et il y a un moment où il n'y a plus de rats noirs, et il va y avoir une autre population de rats gris, beaucoup plus résistante, qui probablement autrefois a été beaucoup plus décimée par la peste que les rats noirs, et dont les puces sont moins contaminantes. Et peu à peu, la maladie disparaît. On explique ainsi qu'il y a une certaine forme d'immunité qui apparaît avec le temps, et vous savez, pour les médecins, que les succédanés de la peste, Yersinia pseudotuberculosis et Yersinia enterocolotica, sont des bacilles pesteux qui sont dégradés dans leur caractère mortel pour devenir des infections intestinales désagréables, mais en fait même pas extrêmement graves. On le sait, tout ça parce que, au fond, la discipline qui permet le mieux d'avoir une archéologie bactériologique de la peste sont les dentistes, car les dents hébergent très bien l'ADN du bacille pesteux. Alors, ce qui va être intéressant, c'est durant le XVIIIe siècle, sur le plan sociétal, on va constater, comme on va le voir tout à l'heure, la Covid, des accusations contre voire des meurtres, des massacres de médecins. Vous avez vu toutes les images de médecins avec leur bec de canard, on les appelait les corbeaux, accusés de propager l'épidémie, comme les infirmières, de façon scandaleuse, dans certains appartements, ont été accusées de propager l'épidémie, on leur a demandé de déménager. On voit très bien que l'humanité n'a pas beaucoup bougé depuis le XVIIIe siècle. La mise à l'écart des pauvres, bannis des centres-villes, et plus étrange, non pas forcément, mais l'apparition d'un antisémitisme accusant les Juifs d'être de la famille du diable, dont témoignera par exemple la colonne infâme de Milan. Ce qui a été à Milan, il y a une colonne infâme, qui est une colonne blanche, qui rappelle la torture et l'exécution de 2 Juifs accusés de propager la peste, parce que pour se protéger de la peste, ils passaient de la chaux vive sur les murs. On pensait que la chaux vive était en fait la propagateur de la peste. Et donc, non seulement ils ont été torturés, exterminés, mais leurs familles et leurs maisons détruites et réduites à rien. Donc, d'un langage assimilant les Juifs à des poux, et on ne peut pas faire l'impasse sur l'expression au XXe siècle de l'extermination nazie et l'usage tragique du Zyklon B, qui est un médicament, qui est un produit destiné justement à l'extermination des poux. Donc on voit très très bien comment, quand les négationnistes, parlaient à Auschwitz, on n'a exterminé que des poux, on voit très bien au fond comment cette transmission langagière peut avoir des facilités absolument tragiques. La troisième pandémie de peste, elle va toucher tous les peuples à la fin du XIXe siècle, de 84 à 1920, pendant 40 ans, touchant Hong Kong, Bombay, Suez. Suez va jouer le rôle de Wuhan pour la Covid-19. Et elle va être diffusée grâce à la navigation à vapeur. Parce que, il y a quelque chose d'intéressant, c'est quand il y avait la navigation à voile, le temps de navigation était tellement lent qu'une épidémie de peste, quand elle touchait à bord, les marins mouraient très vite. Et donc, c'était très rapide pour qu'aucun port ne voulait les accueillir. Et je me demandais si la lenteur de la marine à voile n'avait pas été à l'origine du vaisseau fantôme de Wagner, où tous les marins morts, ils sont morts de quoi? Et je pense que c'est peut-être une histoire qui a dû exister et qui a été remise en musique par Wagner
bateau qui dérive avec un équipage mort. Ce sera d'ailleurs à cette occasion que Yersin va découvrir à Hong Kong le bacille pesteux, et heureusement Simond en 98, parce que Yersin n'a pas découvert le rôle de la puce, c'est un Anglais, Simond, qui va découvrir ce rôle. Il y a une brève et dernière épidémie qui va surgir en 1920 à Paris, donc il y a 100 ans, venue d'un bateau anglais, toujours les Anglais, et rempli de charbon et de tissu, et les chiffonniers qui vont essayer de prendre les tissus qui restent du bateau sur le port vont être atteints de la peste, et il y en aura une centaine qui vont mourir. Et la diffusion contemporaine du virus, elle est liée non pas à la Covid en tant que telle, elle est liée à l'usage des avions. Et il ne faut pas oublier que, à mon avis, ce crime pandémique chinois a fait que Wuhan a simultanément incarcéré ses habitants de 12 millions pendant 40 jours et en même temps a envoyé dans le monde entier les avions des Européens, des étrangers ou des Chinois qui avaient rendez-vous à la foire de Milan. Il y avait au fond une totale inconscience de faire une barrière totale de Wuhan et d'envoyer le virus dans le monde entier. Alors, pour terminer, vous allez dire, mais Covid-19, vous êtes quand même un peu long, vous pourriez nous en parler. Je voudrais terminer là-dessus. Quelles sont les conséquences de la Covid-19 ? Il est bien sûr trop tôt pour le dire, je ne suis pas un devin, mais il semble déjà que l'Orient et l'Extrême-Orient résistent mieux que l'Occident, surtout économiquement. La crise des microprocesseurs en Occident en est une bonne illustration. Il est très difficile de prévoir un changement de civilisation qui a d'ailleurs peu de chances de se produire, mais il est possible déjà d'en voir des conséquences positives, mais aussi négatives, ou négatives, mais aussi positives. D'abord, je suis frappé de voir que dans l'opinion publique, en tout cas française, c'est la seule que je connaisse, le retour de la présence, moins en 2022, mais en 2020 et 2021, de la mort collective comme destin commun pour une humanité tentée d'en faire l'impasse. Parce que, au fond, jusqu'à la Covid, les morts à l'hôpital, un mort est escamoté très très vite. Dans les familles, c'est une voiture grise. Le mort ne fait pas partie de l'espace urbain. À ma génération, les morts circulaient avec des chevaux carapassonnés et les gens se signaient au passage du corbillard. Donc la mort est devenue absolument absente de l'espace public. Et là, brutalement, elle est revenue avec les morgues qui disaient « on ne peut plus accueillir autant de cadavres ». Donc la mort a refait son apparition. Et en même temps, la découverte du caractère inhumain et tragique, vous vous souvenez en 2020, de l'interdiction des visites dans les EHPAD de familles allant voir leurs personnes âgées, souvent proches de la mort, et même, non seulement les jours précédant leur mort, mais même après leur mort, interdites de visite, comme une faille civilisationnelle majeure du rapport à la mort. Comme si, ça m'a fait penser, au fond, et c'est là, à mon avis, ça interpelle la médecine dans son essence même. Comme si la protection de Zoé, c'est le corps incarné, le sang, la thyroïde, le foie, le cœur, qui ne nous sépare pas des animaux. C'est absolument, nous avons un corps organique. Comme si, au fond, la protection de ce corps organique, parce que si on interdisait les visites, c'était pour protéger de la mort, se substituait à bios, c'est-à-dire la vie au sens réel du terme, la vie que vous menez, la vie avec vos amis, la vie relationnelle, la vie dans son essence même, la vie qui vaut la peine d'être vécue. J'ai jamais vu un humain disant « la vie d'être vécue, c'est ma vie de mes organes ». Donc la vie du rapport à l'autre est beaucoup plus importante que la vie du corps physique. Et là,
on s'est aperçu que, au fond, on a fini par privilégier la zoé, la vie organique, au détriment de la bios, c'est-à-dire la vie relationnelle. L'autre changement civilisationnel, peut-être, c'est que le sentiment que notre monde est beaucoup plus fragile que ce qu'annonçait le progrès triomphant des connaissances et qui nous a conduit à retrouver une humilité nécessaire. Je suis frappé de voir, par exemple, que dans les années 2015 à 2019, il n'y avait pas un article de journal ou de revue qui ne faisait pas son bonheur des discours transhumanistes. Chacun y allait, de la côte californienne, l'éternité, et que ce coup de semonce qui est mis à nu par quelques chauves-souris nous humilie de façon, à mon avis, définitive. En même temps, elle nous rappelle que nous sommes des mammifères, comme les animaux, avec une vulnérabilité commune. Et d'ailleurs, je suis frappé de voir que l'absence spectaculaire du monde vétérinaire au début de la Covid, alors même que les coronavirus étaient leur spécialité et que les médecins ne connaissaient rien au coronavirus. Ils ne connaissaient rien. Le rhume n'a jamais intéressé la médecine. Or, les épidémies de coronavirus dans les élevages faisaient partie du b.a.-ba de la médecine vétérinaire, et non seulement on ne les a pas consultés, mais on les a empêchés, alors que c'était leur pain quotidien, de faire des PCR pour les humains, comme si c'était humiliant de demander à un vétérinaire de soigner un humain. Là, je pense qu'il y a une faute scientifique et une faute méthodologique qui sera longue à corriger. Mais même aussi les éthologistes, spécialistes du vivant, le respect de la biodiversité. Au fond, il y a beaucoup de choses à penser en même temps. C'est-à-dire, on s'aperçoit que quand on réduit le nombre de rongeurs et le nombre d'insectes dans un champ, si par hasard ce virus ou cette bactérie va atteindre cette population extrêmement réduite, elle va devenir une source de contamination. C'est ce que j'appelle, moi, l'élevage viral. Si vous avez une diversité extrêmement étendue, il va y avoir des tas d'impasses. Le virus ne va pas trouver la clé il ne va pas forcément... Si la population n'est pas monolithique, elle ne va jamais trouver, au fond, la façon de se répandre de façon absolument verrue. Et donc, on découvre notre interdépendance qui limite notre liberté. Alors, moi, je trouve que les discours des anti-vaccins, qui passent leur temps à dire « liberté, liberté », elle est bafouée peut-être pour eux, mais elle est dans une ignorance totale des relations humaines et, au fond, de notre interdépendance avec le vivant dans son ensemble. Sur le plan politique, la pandémie est la source d'une faillite des systèmes autoritaires qui profitent initialement pour un régime autoritaire. Une pandémie, c'est béni parce que c'est l'interdiction de tout, en particulier des manifestations. Dans un deuxième temps, et on le voit pour les Chinois sont en train de prendre des mesures ahurissantes, même qui dépassent l'entendement pour se protéger de ce virus qui continuera de trouver des voies d'entrée. Parce que le virus n'a que faire des mesures politiques qu'il ignore et que l'autorité elle-même n'a jamais empêché un virus de devenir infectieux. Et donc les populistes ou les régimes autoritaires qui ont le vent en poupe initialement, l'admiration, ah, vous êtes protégés du virus, sont bientôt piégés dans leurs arguments. Il est d'ailleurs intéressant, moi j'ai vraiment été très intéressé par cette vision sociologique, comme lors des grandes pandémies, d'observer le retour des slogans contre la science, des slogans contre les médecins, des manifestations dirigées contre le ciel, des remises en cause de la contagion. Ah non, moi, les frères je sais pas comment, Bogdanov, là, qui disaient, nous, on est incapables d'être contaminés. Les boucs émissaires, parmi lesquels les antisémites, ou plutôt les antisémites qui retrouvent comme boucs émissaires les juifs. Ils retrouvent de la voix, une place privilégiée. J'ai été scandalisé par les manifestations de personnes anti-vaccins portant l'étoile jaune,
comme s'il y avait un tragique retour de l'histoire. Seules les églises ne font plus recette de la peur. Quand il n'y avait pas de médecine, quand la médecine était balbutiante, les églises étaient le seul rempart d'espérance contre la peste, même si elles étaient pas forcément très efficaces. Maintenant, les églises font plus recette. On n'a jamais vu pendant la Covid des prières dans la rue, dans quelque église que ce soit. Et le refus bruyant de la vaccination se retrouve principalement, et ça m'a beaucoup intéressé, parce que chez les adeptes, j'étais à une conférence il y a 2 jours de la Société française de pathologie infectieuse qui s'interrogeait au refus des vaccins. Et ils ont isolé les personnes qui refusent le vaccin, c'est essentiellement... Bon, l'argument numéro 1, c'est être contre le gouvernement. Ça, c'est bon, on ne pourra rien changer. On manifeste contre le gouvernement par l'intermédiaire du refus du vaccin. Mais le plus important, c'est qu'on refuse le vaccin parce qu'il n'est pas naturel. Il est un intrus. Et en plus, un intrus OGM, quand vous avez un RNA, vous imaginez que la confusion entre les plantes et les humains fait qu'on ne veut pas être contaminé, on ne veut pas être protégé par un OGM. Et avec cette vision que seule la nature, et on le voit alors, les religions, les évangélistes, les populations chamanes, les populations vaudou, considèrent que la médecine doit être une médecine naturelle. Et on voit très bien comment les homéopathes, d'ailleurs, ont été refusés la vaccination, généralement, comme s'il y avait toute une relation qui a toujours existé dans l'histoire des civilisations, comme si, au fond, la médecine devenait plus dangereuse que utile. Enfin, j'ai le sentiment que la redécouverte cruelle de l'intérêt majeur de la santé publique et des conséquences tragiques de l'abandon des politiques de prévention au profit d'une médecine toujours plus triomphante me paraît une conséquence indirecte de la Covid. Parce que quand, au fond, des services hospitaliers ont été débordés et n'ont pas pu accueillir d'autres malades, je pense que ça montre que la fragilité du système hospitalier était telle qu'il suffisait de très peu de choses pour mettre à jour une faillite de l'organisation. À ce titre, comme toutes les guerres, comme tous les conflits, il est étrange qu'il faille des bouleversements pour que l'humanité retrouve à son corps défendant un chemin de résilience, ce qui nous prépare à notre destin aventuré des changements climatiques. Autrement dit, ce qui me frappe, c'est que l'humain ne commence à changer de chemin que lorsqu'il est confronté à un absolu tragique. Et il commence seulement à ce moment-là à prendre des mesures intelligentes. Mais le plus intéressant peut-être, ce demeure les invariants de notre humanité. Et c'est ça qui peut-être m'a toujours frappé, c'est que nous croyons être des homo sapiens du XXIe siècle, débarrassés des croyances du Moyen-Âge, du début de l'humanité, alors que nous avons les mêmes peurs, les mêmes dénis, les mêmes réflexes pauvres, les mêmes rodomontades, les mêmes fausses certitudes, les mêmes faux prophètes, les mêmes turpitudes, les mêmes boucs émissaires, les mêmes intolérances. Quelle tragique humilité. Je tiens particulièrement à remercier Didier Sicard qui nous a montré comment les différentes disciplines sont convoquées, puisque à la fois par ses lectures et par sa conférence, il montre bien que nous sommes à la fois dans l'anthropologie, dans les sciences religieuses, dans la médecine vétérinaire également, mais aussi la psychologie, enfin tous éléments qui nous montrent bien qu'il était nécessaire, et ça je dois remercier Djilali Annane, notre doyen,
lorsqu'il m'a demandé de faire un département de santé et que, bénéficiant d'être à l'Académie nationale vétérinaire et avec les collègues vétérinaires dont certains sont ici présents, en particulier Jean-Pierre Gégou, qui était son président à cette époque-là, nous avons pensé qu'il était fondamental que, justement, dans une faculté de médecine, il puisse y avoir une telle ouverture d'esprit, car c'est une véritable ouverture d'esprit, Monsieur Sicard, que vous suscitez là dans nos réflexions vis-à-vis d'un programme qui vous a été, qui est actuellement en élaboration, qui vous a été distribué ainsi qu'un livre, avec un certain nombre de conférences qui vont justement essayer d'aborder tous ces éléments de biodiversité, d'anthropocène et tous ces nouveaux termes que bon nombre de médecins même ne connaissent actuellement, en tout cas n'intègrent pas dans leur raisonnement, alors que la médecine humaine est assez rabougrie en quelque sorte, puisque l'ouverture vers l'animal est fondamentale, mais aussi l'environnement. Et c'est comment ? Absolument. Et grâce à votre conférence, pour laquelle j'avais été absolument enflammé en vous écoutant à la Sorbonne, j'ai pensé que c'était en effet totalement ce que nous avions besoin pour bien montrer comment ce département avait cette volonté, comme je le disais, multidisciplinaire, d'ouverture de la pensée et de prise de conscience des étudiants. Un véritable travail de méthodologie sera important, ne serait-ce qu'au niveau des cours eux-mêmes, je veux dire, et y compris au niveau des recherches. Et à ce propos-là, avec notre vice-doyen Loïc Josserand et notre doyen, nous avons été amenés à déposer même un DREAM, c'est en fait une réponse à un appel d'offres qui posait un certain nombre de problèmes qui ont été évoqués ici et qui nous demandent réflexion avant d'avoir des réponses aux solutions. Nous mourrons certainement de cette prétention, n'ayons pas... Vous terminez sur l'humilité. Je pense que l'humilité est tout à fait importante car elle nous permettra de mieux affronter la complexité de la situation et de l'obligation de l'étude et du travail, et surtout de travailler ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire et vous remercier. Maintenant, mes deuxièmes remerciements vont à notre doyen et à son vice-doyen ici présenté, qui ont le courage de porter sur les fonds baptismaux, en définitive, un département d'une telle originalité. Loïc, si tu veux conclure. Merci Christian. Alors je voulais effectivement vous féliciter de la qualité de votre intervention. C'est remarquable, sincèrement. Je pense que beaucoup de monde ici, voire tout le monde, a certainement appris des tas de choses. Et on voit bien finalement que, j'allais dire un peu simplement et peut-être de façon un peu simpliste, que tout est dans tout, mais que finalement, et que l'histoire n'est, je ne sais pas si c'est un éternel recommencement, mais en tout cas, notre histoire humaine a effectivement revient régulièrement, et même si les cartes, on a l'impression qu'elles sont rebattues, que les choses évoluent, qu'on devient très évolué, comme vous le rappeliez très justement, on reste finalement, j'allais dire presque de malheureux humains, qui restons attachés à nos peurs fondamentales, malgré le niveau de connaissance aujourd'hui dont on peut s'enorgueillir, quoi. C'est toujours absolument surprenant, mais bon, c'est peut-être notre condition humaine qui nous ramène de façon régulière à ces... et c'est peut-être aussi notre limite. Alors je ne sais pas s'il y a peut-être des questions dans la salle, hein, avant de conclure, ou des interrogations. Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour cette description absolument passionnante. J'avais peut-être, en suivant, vous parliez de l'histoire et qu'il n'y a pas de causalité biologique. Sur ce point, nous sommes... Et vous pouvez retirer votre masque parce que oui. Voilà, je respire mieux d'ailleurs. Oui, vous parliez de
l'absence de causalité biologique. Sur ce point, nous sommes tous d'accord. Il y a une histoire des ruptures et des interdépendances, sur laquelle vous revenez d'ailleurs. Dans les interdépendances que vous avez mentionnées, que vous avez décrites, il me semble qu'il y a un rapport de force qui est toujours au profit de la nature. C'est-à-dire que, en vous écoutant, il semble que ce soit l'homme un peu la victime à chaque fois. Ma question, c'est est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu peut-être un événement dans l'histoire qui a créé une bifurcation? Alors, cette réflexion ne m'est pas personnelle, c'est celle de Hans Jonas. Dans ce nouveau rapport, est-ce qu'il n'y aurait pas un nouveau rapport qui est, cette fois-ci, peut-être, pour la première fois, au profit de l'homme? Alors, je m'explique. Aujourd'hui, nous sommes capables... Est-ce que vous pourriez articuler, parce que j'entends assez mal votre... Ah, pardon, ça va mieux comme ça? Oui, vous articulez. Désolé. Alors, je pense qu'il y a peut-être un nouvel épisode historique, nouvelle rupture. Je ne pense pas qu'il y a eu une continuité dans l'histoire. Je pense qu'au Moyen-Âge, il y a eu des ruptures assez nettes, culturelles, hein, pas juste biologiques, culturelles, bien sûr, très importantes pour d'ailleurs notre connaissance de la science aujourd'hui. Mais il y a une rupture qui semble assez fondamentale, et je disais, cette remarque n'est pas de moi, elle est de Hans Jonas, un philosophe allemand. Et il semble qu'il y a une nouvelle rupture dans l'histoire, qui fait un changement, qui est que cette fois-ci, ce rapport qui était au bénéfice de la nature pourrait être cette fois-ci au bénéfice de l'homme, c'est-à-dire notre capacité à fabriquer fabriquer de nouvelles molécules, à intervenir de façon technique, et je souligne bien technique pour ne pas dire scientifique, c'est très différent, technique sur de l'engineering génétique. Est-ce que ce nouveau rapport, qui à mon avis est tout à fait fondamental dans le problème de la biodiversité que vous avez cité à la fin, aussi de notre compréhension ou incompréhension du rapport entre zoé et bios, puisque si tout est technique, ce type de rapport n'est absolument plus compréhensible. Est-ce que ce nouveau rapport, comment vous le voyez et comment vous pensez qu'il pourrait avoir un impact différent dans notre rapport à la pandémie aujourd'hui qu'à l'époque? Je crois qu'il y a une conscience nouvelle et une inconscience nouvelle. La conscience nouvelle, c'est que, au fond, la rapidité avec laquelle on contrôle une pandémie, les vaccins nous rassurent en nous disant, bon, c'est pas très grave. L'inconscience, c'est de penser que ce virus est une exception. Alors que ce virus, il a une origine d'un naturel, quand on s'en approche, évident. J'ai été au Laos en 2019. Et en 2019, discutant avec le directeur de l'Institut Pasteur, qui est un de mes amis, on était effrayés du train chinois qui partait de Kunming pour aller à Singapour et qui franchissait la montagne du Nord Laos, qui est une montagne primaire, une forêt primaire, avec quasiment aucun humain, quelques tigres, et avec une vie sauvage, inconnue. Les Chinois, faisant une ligne avec je ne sais pas combien d'ouvrages d'art, le tunnel, etc., ont été en contact avec quelques paysans qui étaient dans les grottes et qui leur vendaient des chauves-souris qui sont une denrée que les chauves-souris adorent, vivante. Alors, il n'y a pas eu de certitude que ces chauves-souris du Nord Laos ont été les responsables, mais enfin, des études faites il y a quelques mois ont montré que dans la même région, 800 chauves-souris
qui ont été prélevés, on ne les a pas tués, on prenait leur sang, leurs urines, leurs crachats. On a trouvé des virus extrêmement proches de la Covid et surtout qui, au laboratoire, peuvent infecter directement des cellules humaines ou des souris humanisées. Tout ça pour dire que le train, les paysans reviennent à Kunming, qui n'est pas très loin de Wuhan, et qu'à Wuhan, moi j'avais la connaissance d'un marché gigantesque d'animaux sauvages clandestins, sauvages mais clandestins, c'est-à-dire que tout le monde le savait avec la vente d'animaux sauvages, les furets, les visons, les chats vivérins, les chiens vivérins, des belettes, des civettes, bref, et des chauves-souris vivantes qui sont crucifiées sur des éventails où on a 40, qui sont vivantes, agonisantes, crachant, urinant dans une atmosphère pestilentielle. Et pour l'année du rat, il fallait absolument faire des banquets gigantesques et qui ont fait que pendant tout l'automne 2019, il y a eu des banquets à Wuhan de 200 000 personnes. Vous imaginez un banquet de 200 000 personnes qui mangent des animaux sauvages. On peut imaginer que l'atmosphère, l'aérosol viral, que ces animaux stressés, parce qu'être vivant et cloué faisait qu'ils étaient bourrés de virus, et que c'est passé chez l'homme directement. Autrement dit, le message, c'est que les conditions nouvelles d'indifférence et de rétrécissement de l'espace sauvage à un espace de consommation a fait que des virus inconnus de l'humain sont finis à sa proximité. Ebola, c'est pareil, simplement que Ebola est tellement grave que Ebola s'arrête assez vite, parce que les gens meurent tellement vite que de la chauve-souris au singe et à l'homme, les choses, la séquence s'arrête très vite. Et elle ne s'arrêtait pas pour le SRAS-CoV-2 parce que, comme on le sait, 60% des personnes n'ont aucun symptôme, 20% ont un peu de fièvre, des céphalées, 1% vont en mourir. Mais donc, on s'aperçoit que la maladie peut se répandre complètement silencieusement pendant tout l'automne. Et l'hypothèse que l'on peut faire, c'est que la consommation de chauves-souris venant du Nord-Laos, à partir de ce train chinois TGV qui fonctionne depuis maintenant 15 jours ou 3 semaines, mais qui était en construction, révèle au fond la faillite de notre modernité qui croit que l'on peut faire des tunnels, des ponts dans l'indifférence totale du vivant. Le vivant, à partir du moment où il se rétrécit, vient au contact des humains dans l'indifférence totale de ce qui nous attend encore possible. D'où l'importance majeure de votre département et de pouvoir travailler sur comment ça se passe, ce passage, comment on continue à faire des élevages industriels de poulets et de porcs qui sont des menaces potentielles pour le futur, en particulier les porcs. Car il ne faut pas oublier, qu'est-ce qui s'est passé en Chine ? 2019, 200 millions de porcs disparaissent à cause de la fièvre porcine. 200 millions. La nourriture de base d'un Chinois, c'est le porc. Quand vous vous trouvez face à des Français qui n'auraient plus de beefsteak, ils iraient où ? Ils iraient manger du poulet, éventuellement. Mais disons que là, brutalement, il y a eu une interruption totale de leur consommation de base. Et qu'est-ce qui a été le remplacement ? Les animaux sauvages. Les animaux sauvages sont venus combler le manque de porc. Et ces animaux sauvages, dont la Chine, les Chinois sont très compétents en matière de science, interdire leur consommation était très dangereux sur le plan politique. Car dans un pays où la liberté citoyenne est réduite à zéro, la seule liberté qui existe, c'est la nourriture. Mangez ce que vous voulez. Bien sûr, c'est interdit de vendre des animaux sauvages. Et on ne va pas la police ferme les yeux parce que c'est la seule liberté qui demeure. Dans une famille, la seule liberté, c'est de faire un banquet, de faire ripaille. À partir du moment où la ripaille se fait sur des animaux sauvages, je pense que l'exemple tragique de la Covid, c'est la révélation que la proximité du monde animal et du monde humain qui n'était jamais arrivé à une aussi grande petitesse, me paraît être une explication, au fond,
que la découverte nécessaire que dans la nature, la diversité est une protection et que la réduction de la biodiversité est une menace. Et qu'on pourrait presque aller dire que moins on fait de biodiversité en détruisant par les pesticides tous les insectes, etc. On sait très bien que la fièvre de Hainan en Amérique du Sud est directement liée à la disparition de la biodiversité des insectes et des rongeurs. Et il y a une seule race de rongeurs qui demeure, qui est infectée. Et quand les machines batteuses parcourent les champs, les gouttes de sang des rats morts éclaboussent le chauffeur. Donc on voit très très bien qu'à partir du moment où on modifie l'extérieur, on modifie l'élevage, on modifie l'agriculture, on est proche d'une aventure irresponsable. Et votre question, c'est au fond le retour de la connaissance nécessaire de la nature me paraît être une dimension fondamentale de la science future. Y a-t-il une autre question éventuellement? Oui, on va peut-être pas... Oh, pardon. Il ne faut pas transformer cela en dialogue. Je vous en prie. Sur le mot responsabilité, puis précisément, c'était Hans Jonas qui a écrit précisément le principe de responsabilité. Donc, il en a fait un principe. Voilà. Donc, vous terminiez sur ce mot, je voulais le souligner. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous pouvons remercier notre intervenant, le professeur Sicard, et lui demander, bien entendu, de penser encore à nous et peut-être dans un des futurs séminaires dont je vous ai fait passer un certain nombre d'exemples de thèmes, eh bien, de le faire intervenir s'il veut bien. En tout cas, merci beaucoup Didier d'être venu.